Donc oui, on va vous parler de l'atteinte digestive dans l'endométriose pelvienne profonde, mais on va déjà faire un petit récapitulatif en fait de ce qu'est l'endométriose, parce que c'est quand même une pathologie qui concerne que partiellement la pathologie digestive. On n'a pas de déclaration d'intérêt. Déjà bonjour, alors moi je me présente Audrey Pivano, je suis gynéco, je travaille dans le service de chirurgie gynécologique de l'hôpital de la Conception et déjà je remercie vraiment les organisateurs et organisatrices de ce congrès de m'y avoir convié. Donc comme vous disiez Laura, on va avant de parler de ce qui est nouveau, on va faire quand même on va prendre le temps de faire un bon récapitulatif de l'état des lieux actuels en se basant sur les dernières recommandations du Collège des gynéco-obstétriciens de 2017 qui ont été éditées par l'HAS en 2018. Donc, qu'est-ce que l'endométriose ? Donc, c'est la présence de glandes ou stroma endométriales en dehors de l'utérus. On va l'avoir principalement au niveau du péritoine, on va voir les localisations après, des ovaires qui est la première localisation. Et pour ce qui est de l'endométriose profonde, on va le voir, c'est le compartiment postérieur du pelvis, donc localisé entre l'utérus et le rectum. Il y a parfois des localisations ectopiques exceptionnelles. Et en fait, la présence de ces cellules en dehors de la cavité utérine vont entraîner une réaction inflammatoire chronique. Il y a des saignements cataméniaux localisés dans le pelvis qui va être à l'origine des phénomènes d'adhérence, de création de nodules, donc des modifications anatomiques, à l'origine des symptômes que sont la douleur et l'infertilité prioritairement. Donc, on définit 3 formes principales anatomocliniques. Donc, comme je vous disais, on a l'endométriose superficielle. Ça va être la première image avec vraiment ces petites lésions péritonéales bleutées en général. Bleutées parce qu'à l'intérieur, il va y avoir un saignement qui va se créer tous les mois et on va avoir du vieux sang. En gros, ça va être des petites taches marron avec du liquide marron à l'intérieur. On peut avoir, comme je vous le disais, une localisation ovarienne avec vraiment des kystes qui vont se développer au niveau des ovaires. Et on va parler d'endométriose pelvienne profonde. Alors, la définition, c'est une atteinte sous-péritonéale de plus de 5 mm. C'est un petit peu difficile, mais on va surtout retenir que c'est l'atteinte de la musculeuse des organes abdominaux pelviens. Alors bien sûr, on va parler d'endométriose maladie si l'endométriose est symptomatique. Il faut le retenir qu'il y a des cas d'endométriose asymptomatique et dans ces cas-là, il faudra adapter aussi sa prise en charge, ne pas être trop agressif bien sûr chez des patientes qui sont asymptomatiques. Alors, l'endométriose concerne les femmes en âge de procréer de manière générale. Donc, on peut avoir de très jeunes filles adolescentes comme des femmes avec une endométriose qui apparaît à 47 ans. Le tout, c'est que le phénomène va s'atténuer avec la ménopause. Donc la prévalence, elle est encore sous-estimée, mais on estime qu'une femme sur 10 au moins est atteinte d'endométriose et cette prévalence est augmentée dans la population présentant des algies pelviennes et ou une infertilité. Pour passer rapidement, il s'agit d'une pathologie dont l'étiologie est multifactorielle. Donc pour l'instant, on ne comprend pas bien, beaucoup de recherches sont encore en cours, mais on sait déjà qu'à la base, on a un reflux de cellules endométriales à un moment donné par les trompes. Ces cellules endométriales vont se déposer au niveau du péritoine et après vont proliférer. Il y a une composante probablement génétique et environnementale. On a une tendance à l'agrégation familiale. On ne peut pas dire que c'est encore héréditaire, mais par contre, on a un risque relatif qui est nettement augmenté en cas d'antécédent du premier degré. Donc en général, quand on a une maman ou une sœur atteinte d'endométriose, on est plus à risque d'avoir l'endométriose. C'est une pathologie qui est sous influence hormonale, l'influence hormonale des ovaires. Il y a également une composante immunologique parce qu'on observe une proportion plus importante d'endométriose chez les personnes qui ont déjà des maladies auto-immunes. Et il y a une composante importante des facteurs environnementaux, notamment des perturbateurs endocriniens. Donc, concernant les localisations d'endométriose profonde, comme je vous le disais, c'est principalement dans le compartiment postérieur du pelvis. Donc ça va atteindre surtout ce qu'on appelle les ligaments utérosacrés en arrière de l'utérus, le cul-de-sac vaginal postérieur et le rectum qui va être notre sujet. L'endométriose est une pathologie qui peut toucher bien évidemment plusieurs organes à la fois. Parmi l'endométriose digestive, l'atteinte rectosigmoïdienne est la plus fréquente. On peut observer aussi, bien sûr, des atteintes
que l'on retrouve de manière plus fréquente, mais quand même beaucoup moins, notamment au niveau de la région iléo-cécale et particulièrement au niveau de l'appendice et de manière plus minime au niveau du grêle. Au niveau des symptômes, donc c'est une pathologie qui va entraîner des symptômes douloureux pelviens. En premier, on va retrouver des dysménorrhées qui vont être intenses et invalidantes, en général avec une VA supérieure à 7/10. Donc vraiment, l'interrogatoire est une partie extrêmement importante de l'examen d'une patiente atteinte d'endométriose. Je dirais que quasiment tout le diagnostic va se faire à l'interrogatoire et pour ça, il faut vraiment s'efforcer de mesurer en fait ces douleurs-là à l'aide de l'échelle visuelle analogique. Donc, on a des dysménorrhées qui vont revenir tous les mois avec une réelle altération de la qualité de vie, à la fois sociale, professionnelle, scolaire pour les très jeunes filles, avec un absentéisme assez important. On peut avoir également des douleurs pelviennes chroniques, alors par deux processus, soit s'il y a des douleurs avec une inflammation qui devient un petit peu chronique au niveau du pelvis, ou des lésions qui font mal, je dirais, d'un point de vue plutôt mécanique. Et puis après, on a aussi des phénomènes de douleurs chroniques d'origine neuropathique qui vont évoluer par la suite, qui peuvent altérer vraiment fortement la qualité de vie des patientes. Les dyspareunies également, qui vont être classiquement profondes, souvent liées à des atteintes, voilà, comme je vous disais, du compartiment postérieur. On peut avoir également des dyspareunies d'intromission qui sont secondaires dans 15% des cas, avec une hypertonie des muscles reveleurs qui va se créer de manière réflexe. Donc vraiment une altération importante également de la qualité de vie sexuelle. Une infertilité, donc ce n'est pas la majorité des cas, mais quand même on peut l'estimer à peu près à 40% des patientes, avec pour certains couples le recours à une PMA. Et nous retrouvons également les signes digestifs. Alors les signes digestifs, ils ne vont pas être pathognomoniques d'une atteinte digestive parce qu'on peut très bien avoir des troubles du transit ou des douleurs à la défécation liées uniquement à une atteinte du torus, qui est l'arrière de l'utérus, ou bien des ligaments hétérosacrés. C'est pas forcément qu'on a une atteinte rectale dans ces cas, mais c'est un des signes d'endométriose profonde. Et on peut avoir également des signes urinaires, notamment en cas de vessie douloureuse. Pour vous montrer un peu à quoi ressemble le pelvis d'une patiente atteinte d'endométriose, donc c'est ce qu'on appelle des pelvis blindés ou gelés, extrêmement adhérentiels. Donc là, on voit qu'il y a absolument tout qui est collé. Et ce qu'on voit, c'est le sommet de l'iceberg. C'est-à-dire que là, on voit vraiment toute la partie adhérentielle, en sachant que les nodules profonds qui envahissent en fait les structures se situent vraiment en dessous et qui nécessitent des dissections assez minutieuses. Donc, au niveau de l'imagerie, il est recommandé en première intention de faire une échographie pelvienne. Alors, l'échographie pelvienne, ça va nous servir surtout, je dirais, pour le diagnostic différentiel ou bien le diagnostic positif des endométriomes, c'est-à-dire les kystes au niveau des ovaires. Pour les localisations d'endométriose profonde, on peut très bien les voir à l'échographie pelvienne, mais il faudra des radiologues ou gynécos ou personnes pratiquant les échographies qui soient quand même expérimentés pour aller chercher ces lésions profondes, notamment au niveau du rectum. Rapidement, quand on a les patientes en consultation endométriose, surtout, on vient à effectuer l'IRM pelvienne. L'IRM pelvienne, ça nous permet de réaliser réellement une cartographie des lésions. Là aussi, IRM ne veut pas dire que forcément on va voir quelque chose, d'accord ? On peut avoir de l'endométriose, notamment superficielle, qui ne se voit pas à l'IRM. En général, l'endométriose profonde se voit. Là aussi, l'importance d'être formé, d'être aguerri à cette pathologie, parce qu'on retrouve pas mal d'IRM, il y a marqué endométriose, enfin pas d'endométriose, alors qu'en fait il y a des lésions visibles. Donc il faut que les IRM soient réalisés dans des équipes qui ont l'habitude de la pathologie de la femme et de l'endométriose notamment. Pour les examens, je dirais, de troisième ligne. Troisième ligne, c'est quand on a fait l'écho, quand on a fait l'IRM et qu'on veut caractériser une atteinte rectale. Donc, on a les examens à type d'écho-endoscopie rectale de coloscopie. Il y a également le coloscanner, l'entéro-IRM que l'on peut utiliser pour les lésions plus hautes, notamment au niveau du grêle, et certaines équipes utilisent la rectosonographie. Donc néanmoins, ces évaluations rectales, on va les effectuer quand on a une idée de chirurgie derrière. Si au final, on a une patiente qui est bien soulagée, on verra par un traitement médical que la chirurgie n'est pas envisagée, on ne va pas proposer ce genre d'examen juste pour regarder. C'est qu'on a l'idée de faire un traitement chirurgical derrière. Également pour l'atteinte des voies urinaires,
on va avoir recours à l'évaluation par cystoscopie, donc pour les lésions vésicales, et l'uroscanner notamment pour vérifier le trajet des uretères quand il y a des sténoses urétérales. Donc à l'imagerie, j'ai pas de pointeur. Je sais pas si on peut le faire. Si. Ça va. Vous voyez un truc? Non. Non. Bon, c'est un échec. Bon, ah oui, il y a la petite flèche, d'accord. Donc en fait, pour vous montrer une imagerie d'IRM, donc on a la vessie là devant, le vagin, l'utérus, le rectum en arrière. Et là, on voit en fait, je le délimite, on a sur le versant utérin une espèce d'étoile noire, là, hop là, qui prend le versant utérin et qui envahit la paroi digestive en regard. Les petits points blancs, c'est ce qui va nous dire que c'est une endométriose qui va être active. Ce sont des petits spots hémorragiques, donc ces petits spots qui vont saigner également tous les mois. Mais on a tout ce qui est foncé, c'est de l'endométriose et sur un mode plus fibreux. Donc, pour l'évaluation de l'atteinte rectale, comme je vous disais, donc l'écho endorectal, le coloscanner, donc ça va nous préciser avant une chirurgie les caractéristiques du nodule, ce qui va nous permettre, comme va vous l'exposer Laura, de décider aussi de l'intervention, du type d'intervention que l'on va faire. Donc, on attend de cet examen qui nous donne des indications sur la profondeur de l'infiltration. Est-ce qu'il s'agit d'une lésion transmurale, donc qui va nécessiter probablement une résection, ou est-ce qu'on a une marge muqueuse suffisante pour permettre un traitement conservateur? Sa taille également qui va compter, la distance avec la marge anale, notamment est-ce qu'il s'agit d'une lésion rectale basse ou plus haute, ce qui va nous servir notamment pour décider d'une stomie ou pas, le caractère sténosant et circonférentiel également. Dès lors que... Tout comme en fait les prises en charge en cancérologie, il y a des RCP endométriose, donc qui sont constitués d'une équipe pluridisciplinaire qui va permettre vraiment l'analyse complète d'un dossier et surtout la prise en charge des différents aspects de la pathologie, comme vous avez vu, qui est avec plusieurs symptômes et qui va permettre une prise en charge globale de la patiente. Donc l'idée, c'est de ne pas imposer, il ne s'agit pas d'un cancer, par contre, il s'agit d'une pathologie bénigne et on va se baser sur la demande prioritaire de la patiente. C'est pas parce qu'on a forcément une endométriose profonde qu'on va se faire opérer. Si la patiente est peu symptomatique et si sa priorité c'est une grossesse, ça peut être une prise en charge en PMA. Néanmoins, on va présenter ces dossiers, on ne va pas présenter bien sûr tous les dossiers des patientes qui ont une endométriose, mais dès lors qu'on a une indication d'examen de 3e ligne, bilan digestif, urologique, qu'il y a une indication chirurgicale, qu'on est en échec d'un traitement médicamenteux, qu'il y a une infertilité associée, une atteinte de plusieurs organes, une récidive, et également quand on doit valider des traitements innovants qui n'ont pas encore fait leur preuve dans la littérature, bien sûr, on en discute et on valide les dossiers en RCP. Parmi les options thérapeutiques, la première option, c'est le traitement médical, qui est un traitement médicamenteux de fond et qui doit être poursuivi au long cours, jusqu'à la ménopause. Les objectifs, c'est vraiment soulager les symptômes. Ça n'est pas un coup de baguette magique, ça ne va pas faire disparaître les lésions, mais ça va stabiliser la maladie, ça va, entre guillemets, inactiver les lésions d'endométriose. Donc elles vont arrêter d'être actives, de produire, entre guillemets, de l'inflammation. Et la pathologie va se stabiliser. Également, très important, après un traitement chirurgical, il faut continuer le traitement, sinon on s'expose à des récidives. Et c'est pour ça, c'est le message vraiment très très important. Pour la chirurgie, je laisse Laura poursuivre la présentation. Merci Audrey. Donc oui, pour les alternatives thérapeutiques, on a vu l'option non opératoire. Moi, je vais vous parler des options opératoires et vous donner un peu les derniers hot topics sur le sujet, savoir quelles sont les dernières avancées. Donc, en gros, il faut voir qu'il y a deux options. Soit on est conservateur, c'est-à-dire qu'on ne fait pas de résection segmentaire du segment atteint, qui va être, dans la grande majorité, soit la charnière recto-sigmoïdienne, soit le rectum. En fait, on parle souvent d'endométriose de la cloison recto-vaginale, mais très souvent, la lésion est un petit peu au-dessus, donc on va aller disséquer sur le rectum, mais en fait, c'est l'isthme utérin qui est concerné, et donc on n'aura pas besoin de faire de colpectomie, donc il n'y aura pas de brèche vaginale associée au geste. Et dans les options conservatrices, soit vous êtes obligé d'enlever le nodule en totalité en ouvrant
le tube digestif, et donc vous faites ce qu'on appelle une exérèse discoïde, une résection discoïde du tube, et à ce moment-là, il y a le même risque de fistule, on va le voir, que sur une résection segmentaire. Soit l'atteinte n'est pas transmurale, c'est-à-dire qu'elle n'atteint pas toutes les couches du tube digestif, et dans ce cas-là, vous pouvez faire ce qu'on appelle un shaving, c'est-à-dire simplement qu'on va raser le nodule en laissant le segment digestif en place. Une troisième option, la troisième option, c'est de laisser les lésions digestives selon l'âge de la patiente, on va le voir, et de réaliser une annexectomie qui va bloquer finalement le système hormonal. On l'associe le plus souvent à une hystérectomie pour le risque de cancer de l'endomètre, mais on va voir que ça, c'est pas non plus la panacée chez ces patientes. Donc voilà les 3 options thérapeutiques. Vous avez à gauche ici le nodule qui n'est pas transmural, et dans ce cas-là, on peut raser la lésion en laissant le tube digestif en place intègre, sans brèche muqueuse du segment digestif. Soit on fait une exérèse discoïde, et donc là on ouvre totalement la paroi du tube, soit on fait le classique, je fais une résection segmentaire limitée, je ne suis pas du tout dans quelque chose de carcinologique, je n'ai pas besoin d'avoir des marges de résection histologique. On sait que l'étendue en histologie des lésions d'endométriose, en fait, elles vont jusqu'à 10 voire 20 cm, donc ça n'a pas de sens d'aller faire un truc très large, parce que sinon vous allez faire des amputations carrément à vos patientes pour une endométriose qui est une pathologie bénigne, ce qui n'a évidemment pas de sens. Donc les indications, c'est les patientes qui sont symptomatiques ou les risques d'occlusion. Là, ce qui est important dans cette diapositive, c'est sur les recommandations de l'HAS, c'est de dire que si vous faites une chirurgie, si vous vous lancez sur une chirurgie, il faut être sûr d'être complet dans votre résection, parce que sinon, en fait, vous faites pire que ne rien faire, parce que vous allez augmenter les symptômes, vous augmentez le risque d'infertilité post-opératoire, et donc la résection, elle doit être aussi complète que possible. Et si on sait qu'on va être, pardon pour l'analogie, mais R2 sur notre résection, si on compare à des critères carcinologiques, eh ben, il ne faut pas y aller, il vaut mieux reculer. Ça arrive parfois quand on a un pelvis gelé de sursoir à la chirurgie. L'autre option, c'est l'annexectomie plus ou moins associée à une hystérectomie. C'est une bonne option chez les patientes qui sont en fin de période d'activité génitale. Alors, il est noté 40-45 ans. En fait, avant 45 ans, vraiment, faut essayer d'éviter de faire cette chirurgie, parce qu'on augmente le risque cardiovasculaire de ces patientes qu'on met en ménopause. On ne va pas leur proposer évidemment un traitement hormonal substitutif, parce que ce qu'on veut, c'est les bloquer. Et donc, on augmente aussi leur risque de mortalité à terme. Donc, si on s'intéresse vraiment au tube digestif, quel est l'intérêt de l'exérèse discoïde? Parce que l'idée, c'est de dire, bah oui, en fait, moi, je ne m'intéresse qu'à la paroi antérieure du tube, je ne vais pas du tout aller sur le plexus hypogastrique, je vais épargner les nerfs, je vais avoir un super résultat, ça va être génial, et peut-être même que j'aurai moins de fistules. La réalité, elle est un petit peu autre, même s'il y a des fervents partisans de cette résection. Ici, il faut connaître cette résection comme une option thérapeutique. Vous voyez cet essai randomisé de Rouen qui montrait que, en fait, déjà dans les patients qui étaient randomisés, donc soit dans excision discoïde, soit dans résection segmentaire, dans le bras excision discoïde, il y avait quand même des patients qui avaient une exérèse segmentaire, et il y avait des patientes aussi qui, de manière non négligeable, plus d'un tiers des patientes avaient en fait un shaving. Et donc, en fait, les résultats, c'est pas du tout pareil. C'est pas du tout les mêmes patientes à qui, vous l'avez bien compris, on peut proposer un shaving, puisqu'il faut que l'atteinte ne soit pas transmurale. Néanmoins, si on compare ces 2 groupes de patientes avec une population relativement hétérogène dans le groupe excision et qu'on analyse en intention de traiter, vous voyez qu'il n'y a pas de différence en termes de fistules post-opératoires, à peu près 3%. Pas non plus de différence significative en termes de récidive. Alors c'est des petits effectifs, 27% 27 patientes dans chaque bras, mais quand même pas de différence. Et surtout, de manière plus intéressante, pas de différence sur les scores fonctionnels et la qualité de vie digestive entre les 2 groupes. Et donc, en fait, l'argument de dire j'évite d'aller disséquer en arrière n'est peut-être pas si pertinent que cela. Pour le shaving, ce que l'on sait, c'est que les patientes à qui on va proposer un shaving, il faut vraiment que l'atteinte soit très superficielle, je vous l'ai dit, mais on sait aussi que même pour ces patientes-là, on s'expose à un risque accru de récidive. Dans cette série prospective, en fait, de cohorte, on avait sur l'exérèse locale une très large majorité de patientes qui avaient en fait un shaving, il y avait très peu d'exérèse discoïde, et ce qui ressortait, c'est que le fait de faire une résection digestive segmentaire était pourvoyeuse de moins de récurrence. Donc en fait, il ne faut pas se dire que exérèse discoïde, c'est plus de récurrence que résection segmentaire, mais par contre, shaving, oui, il y a plus de récidives, ça c'est assez bien montré. Quid de la stomie de protection? On est sur une chirurgie du rectum, des anastomoses colorectales qui sont souvent assez basses. Et les recommandations disent quoi? Elles disent qu'il faut faire une iléostomie de protection chez ces patientes si vous faites une colpectomie associée, parce que vous aurez
des niveaux de résection qui seront face à face. Il n'est pas question d'aller réséquer plus de rectum et de gréver le pronostic fonctionnel digestif des malades pour décaler les niveaux des sutures. Ça n'a pas de raison d'être dans ce type de chirurgie, alors qu'en chirurgie oncologique, on aurait ce type de raisonnement. Là, pas du tout. Et donc, on se dit que théoriquement, on s'expose à un risque de fistule accrue recto-vaginale. Mais vous voyez que le niveau de preuve est très bas, hein, c'est un accord d'experts. Alors la question, c'est est-ce qu'il faut toujours mettre cette stomie quand on fait une résection digestive avec une colpectomie associée? Déjà, on va regarder si cette stomie, elle est pourvoyeuse de morbidité ou pas. Et de manière assez intéressante, vous voyez que les chiffres, c'est exactement les mêmes que dans la chirurgie colorectale pour cancer ou pour Mickey. C'est-à-dire que vous avez à peu près 9%, 8 à 9% de complications liées à la stomie, surtout des déshydratations, des réanimations pour déshydratation, et une morbidité propre de la fermeture de la stomie qui est autour de 20-25%. Si on regarde les séries autres que françaises dans la littérature, on voit qu'il y a d'autres équipes qui ne font pas de stomie systématique. Vous voyez ici qu'il y a à peu près 13% dans cette série de stomies associées à des colpectomies sur cette série. Et pourtant, vous n'avez que 2%, 2 à 3% de fistules anastomotiques. Donc, je n'ai pas les chiffres globaux pour vous dire le ratio du taux de fistule chez les patients qui ont eu une colectomie sans stomie de protection. Mais néanmoins, on voit que ce n'est pas 100% de fistules dans ce cas-là. Et ce n'est même pas un taux franchement significatif. Si par contre, on compare cette fois-ci, je fais une résection segmentaire digestive, je fais une colpectomie associée, et je vois si je mets une stomie ou pas, cette stratégie-là, elle a été comparée non pas dans un essai randomisé, mais dans une série de cohortes prospectives. Et on voit que le taux de fistule recto-vaginale, quand on ne met pas de stomie ou quand on met une stomie, il est globalement le même. Et on pourrait se dire, oui, d'accord, mais ça, on le sait, en fait. On sait que la stomie, ça va pas diminuer le taux de fistule, ça va diminuer la gravité des fistules. Sauf que quand on regarde le taux de complications dans cette série, la morbidité, elle est aussi la même. Alors, je regrette que dans ce papier, je n'ai pas eu la morbidité majeure à vous présenter, ce qui aurait été encore plus pertinent. Mais néanmoins, on peut avoir quand même garder ça en tête quand on propose une stomie systématique de protection à ces patientes. En ce qui concerne maintenant la voie d'abord, la voie mini-invasive, elle est largement recommandée. Tout le monde opère l'endométriose par voie mini-invasive. Je vais vous parler de l'intérêt de la voie robotique. Je sais que vous avez parlé déjà de robotique ce matin. Vous voyez que quand on compare abord robotique et abord laparoscopique, quand les patientes sont comparables en haut du tableau, vous voyez qu'il n'y a pas plus de complications en bas du tableau ici en termes de traumatisme urétéral ou de fistule anastomotique entre Célio et robot. Et quand on analyse en multivarié le risque de fistule anastomotique ou d'atonie vésicale post-opératoire, vous voyez que l'abord robotique n'impacte pas, ni dans un sens ni dans l'autre, mais n'impacte pas en tout cas négativement la survenue de ces événements. On peut aussi voir dans d'autres essais les mêmes résultats. Ici, ce qui est intéressant, c'est de regarder les résultats fonctionnels, notamment en termes de dyschésie, de constipation et de diarrhée post-opératoire. C'est tout à fait comparable entre les deux voies d'abord. Et si on veut aller plus loin, avec toutes les limites d'une étude non randomisée, monocentrique, c'est néanmoins une étude prospective. Vous voyez dans cette étude de l'hôpital Tenon que le taux de résection en marge saine des nodules est plus importante dans le bras robotique. Et je repasse rapidement à la main avant de conclure à Audrey. Alors on va parler rapidement du coup d'une alternative qui est en cours d'essai clinique. Donc c'est un traitement par ultrason focalisé. Donc c'est un dispositif qui a été dévié un petit peu de son utilisation initiale, qui était le traitement des cancers de la prostate. Donc c'est l'équipe de Lyon qui a travaillé là-dessus dès 2015, qui a procédé à une première étude de faisabilité sur 20 patientes. L'étude a été poursuivie par une étude de sécurité sur 5 centres et actuellement il y a une étude multicentrique dont les inclusions devraient se clore en septembre prochain. Donc randomisé multicentrique double aveugle pour continuer d'évaluer ce nouveau traitement. Donc, ce sont des ultrasons focalisés qui sont... Alors, il y a une petite vidéo. Hop, non. Ouais. Donc, il s'agit de traitements via une sonde endorectale avec
Donc, il va délivrer des ultrasons avec vraiment une mesure précise du nodule. On va passer très rapidement. Donc, l'étude a été faite avec certains critères. Les femmes devaient avoir plus de 25 ans, avec une lésion rectale symptomatique, unique, à moins de 15 cm de la marge anale pour être accessible. Et avec un refus de grossesse dans les 6 mois. Il y a eu un suivi post-opératoire à 3 mois à 6 mois avec le VA, les scores de qualité de vie, donc on va dire le score générique, le SF36, un score spécifique à l'endométriose, le HP5, un score de constipation, KES, et ensuite un score également d'évaluation de la qualité de vie sexuelle, ainsi que à l'IRM. Donc, la procédure a été réalisée pratiquement quasi dans la majorité des cas sous rachis anesthésie. Certaines personnes ont refusé, elle a été réalisée sous anesthésie générale. Et vraiment, l'objectif, c'est de dévitaliser la lésion d'endométriose. Donc, la durée médiane du traitement. Alors, là, 33 minutes, ça a été sur l'étude de sécurité sur plus de patientes. La première étude, c'était plutôt 50 minutes. Sur l'étude de sécurité, ils ont augmenté d'ailleurs l'intensité des ultrasons. Donc après, pour l'instant, juste les résultats que je vais vous proposer, c'est sur l'étude, la première étude. Donc au niveau des effets secondaires locaux, ils étaient très temporaires et sans gravité. Il y avait de légères douleurs rectales. Il pouvait y avoir des saignements rectaux, pas de complications graves rapportées et aucun cas de fistule recto-vaginale. Néanmoins, ce sont de très petits effectifs. Donc, je vous présente juste, vu que le temps nous est compté, sur le premier essai, donc ça c'est sur les 20 patientes, il y avait une amélioration significative à 3 mois et à 6 mois des principaux symptômes de l'endométriose que sont les dysménorrhées, les douleurs pelviennes chroniques, l'asthénie, il y avait les dyspareunies, la diarrhée, constipation et l'impression d'impériosité, ainsi que la dyschésie et le ténesme. Rapidement sur les scores de qualité de vie, il y avait une amélioration de certains paramètres du SF36 et de l'EHP5. Ce sont les deux du haut, je pense que c'est peut-être un petit peu trop petit. Pas d'amélioration des scores de qualité de vie sexuelle et sur le score de constipation, il n'y avait que le côté douleur et ballonnement qui était significatif. Néanmoins, c'est une option intéressante qui est encore en cours d'évaluation et je pense qu'il présente l'avenir pour certains types de lésions, probablement les patientes actuellement à qui on fait des shavings. Donc, pour conclure... Alors, quel traitement choisir? On va choisir plutôt un traitement conservateur, donc exérèse discoïde ou shaving. C'est mieux s'il y a une atteinte qui est petite, limitée, moins de 2-3 cm, ça dépend un peu des études, et non transmurale. Le shaving, en gardant en tête qu'on va le proposer plutôt à des femmes de 30-35 ans et plus, parce que ça augmente le risque de récidive, mais même sur les patientes jeunes, si c'est vraiment pas transmural, que c'est limité, on peut se le permettre. Le traitement non conservateur, il n'y a pas de discussion si l'atteinte est sténosante, si la lésion est quasi hémicirconférentielle ou si elle fait plus de 3 cm. Il n'y a pas de supériorité en dehors de ces critères entre exérèse discoïde et résection segmentaire, comme on l'a vu. Et l'annexectomie, elle est à limiter aux patientes les plus âgées. Enfin, les moins... Enfin bref, elles ne sont pas âgées, elles sont jeunes, elles sont très très jeunes. La place de l'astomie, elle est recommandée encore si la colpectomie est associée au geste digestif, qu'il s'agisse des réductions segmentaires ou des exérèses discoïdes. Mais il y a une morbidité propre et donc il y a peut-être une stratégie de désescalade à avoir dans ce cas-là. Et pour la voie d'abord robotique, elle est non inférieure. Il y a un possible intérêt pour la qualité de l'exérèse, mais il y a beaucoup de data qui manquent en termes de qualité de data. Et donc il y a un essai randomisé finlandais qui est en cours actuellement. Et la place de l'HIFU, comme Audrey vous l'a dit, est en cours d'évaluation. Juste un dernier mot, quel que soit le geste, il faut évaluer la fonction et la qualité de vie post-opératoire. C'est des femmes jeunes, des pathologies bénignes. La rééducation anopérinale, il faut y penser. Il faut penser à la qualité aussi d'améliorer la qualité des selles des patientes. C'est des patientes qui ont souvent des séquelles et qui sont vues que par les gynécologues. La prise en charge, elle doit donc être éminemment pluridisciplinaire, avec un suivi à la fois par les gynécos et les chirurgiens digestifs. Et on vous remercie de votre attention. Merci. Merci pour ces présentations très intéressantes. Est-ce qu'il y a des questions? Ah, apparemment Léon est là.
Ouais, merci beaucoup. Vous inquiétez pas, je vais pas vous prendre la tête sur le robot, mais ça me fait plaisir que vous soyez d'accord. Deux questions. Attends, je les ai notées parce que sinon j'avais oublié. Ouais. Premièrement, la place réelle et l'intérêt réel de l'éco-endo en préopératoire. Je dis ça parce que finalement, moi, de manière... Enfin, je fais comme tout le monde, de l'éco-endo pour tout le monde, et enfin, tout ça qu'on va opérer, mais finalement, je me rends compte avec le temps, là, plus récemment, que elle est de moins en moins utile de facto, vraiment. Elle change de moins en moins fréquemment les choses en termes de planning et de ce qu'on va faire au bloc. Et finalement, les données de l'IRM sont, je trouve, parfaitement ad hoc. Est-ce que vous avez le même ressenti ou est-ce que je rate quelque chose? Enfin, voilà, ça c'est la première question. La deuxième question, je relis aussi parce que j'ai une mémoire un peu compliquée. Le temps que tu regardes, on va peut-être répondre à la première. Oui, vas-y, oui. Mais ça y est, j'ai fait. Mais vas-y, réponds. Alors après, je sais pas toi Laura, je suis assez d'accord, pour être honnête. Effectivement, quand on a une IRM bien faite, déjà, on a quand même une bonne idée, on va dire, si ça va passer en shaving ou pas. Et surtout, compléter, moi, ce que je pense, par l'examen sous AG juste avant l'intervention. Si c'est accessible, bien sûr, mais un bon examen sous AG avec vraiment ce qu'on appelle le sliding sign à l'échographie. Est-ce qu'on a cette marge muqueuse qui va glisser, en fait, et ça va, je trouve que là-dessus, on se trouve rarement. Si on a cette marge muqueuse qui glisse sous le doigt, ben souvent, ça passe en shaving. Pour l'instant, je n'ai pas encore eu le cas inverse. Et par contre, si on a vraiment une grosse atteinte ou quelque chose qui bombe, ben oui, ça, c'est sûr, quoi. Le faire, ça a un impact quand même sur la catégorie. Ça, c'est chiant, objectivement, de faire une écho-endo, quoi. Alors moi, je vais compléter la réponse. Je ne fais plus aucune écho-endo rectale. Par contre, on fait des coloscanners. On n'a pas présenté de diapo spécifique dessus parce que les données ne sont pas publiées. Mais l'intérêt du coloscan, c'est que dans 20% des cas, on trouve d'autres lésions au-dessus. Ouais. Donc c'est pour ça qu'on fait un coloscan en cas d'atteinte digestive, pas systématique. Mais sinon, les données de l'IRM suffisent. Ce qui va changer finalement assez peu ton geste, même si je trouve quelques atteintes un peu au-dessus, peut-être un tout petit peu. Si, parce qu'il y a des atteintes qu'on n'irait pas voir parfois vraiment sur le côlon descendant ou un peu plus haut sur la charnière qui peuvent passer un peu à l'as. Ok. Deuxième question après là, c'est la fertilité après les ultrasons. Est-ce qu'on a l'amélioration de la fertilité? Parce qu'il y a quand même un certain nombre de patients qui consultent en primary endpoint pour ces problématiques de fertilité, quand même, enfin moi en tout cas. Est-ce que intuitivement on aurait l'impression que ça va pas changer grand-chose l'ultrason sur la fertilité? Est-ce qu'on a des données là-dessus? Moi j'y connais pas grand-chose. Non, on n'a pas de données là-dessus. Alors après, au niveau de la chirurgie pour l'effet sur l'infertilité, là aussi, il faut voir parce que les données actuelles, c'est qu'on a en cas de chirurgie pour les stades 1 et 2 une amélioration de la fertilité spontanée, pas de la fertilité en FIV. Ouais. Et par contre, pour les stades 3 et 4, pour l'instant, il n'y a pas d'amélioration démontrée à la fois pour la fertilité spontanée et la fertilité en FIV. Donc, aller faire une chirurgie uniquement sur l'argument fertilité pour des stades 3 et 4 de la FSR, on n'a pas présenté. Pour l'instant, c'est pas la seule indication. Quoi. Et pour l'IFU, on n'a pas encore de données vu que c'est encore en cours d'étude. Ok, merci. Merci beaucoup. Question derrière moi. Question rapide. Ouais, une dernière question, juste pour la stomie. Est-ce qu'on essaie de comparer sur une stomie qui est quand même pas anodine chez ces patientes qui ont une double suture face à face, de faire des épipoplasties d'interposition versus une stomie qui n'est quand même pas anodine? Alors, c'est une question qui revient effectivement très très fréquemment. L'épipoplastie, c'est pas un geste non plus complètement anodin en termes de gastroparésie post-opératoire, etc. Le taux de fistule semble pas très élevé. Je pense que ça justifie pas d'épipoplastie. Je sais qu'il y a des équipes qui le font. Moi, je sais qu'en pratique, on ne le fait pas. Je sais pas, Audrey, si vous le faites. Non, on l'a eu fait, mais on a arrêté. Surtout que justement, dans les dernières recos, ce n'est pas recommandé. Clairement. Donc, dans la littérature, il n'y a pas de bénéfice démontré, du moins dans ces cas-là. Ça n'a jamais fait la preuve de sa diminution sur les fistules. Non. Avec une morbidité propre. Merci beaucoup. Merci.